Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de cette saison 4 de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Je suis Audrey Royer et je suis ravie de vous retrouver pour parler de tout nouveaux sujets sous le prisme du genre et de manière pluridisciplinaire. Aujourd'hui, nous avons souhaité partir sur un format hybride pour parler de l'homme corse. Le mythe, la réalité, les stéréotypes et les coutumes. Bref, nous sommes partis en micro-trottoir pour poser cette question: c'est quoi être un homme en Corse? Alexandro Pecini et Julia Lyon vont réagir à ces propos. Commençons tout de suite par leur présentation. Je m'appelle Julia Lyon, j'ai 48 ans. Je suis une femme. Ça a pris du temps, mais je suis une femme. Et je travaille dans le cinéma depuis une bonne vingtaine d'années. J'y fais du casting, mais je réalise aussi des documentaires. J'ai notamment réalisé un documentaire qui s'appelle viril.e.s sur la question du genre en Corse, sur comment on s'identifie à un genre mêlé à un territoire, donc en Corse, qui s'est décliné aussi en une série qui s'appelle Genre quoi, 9 épisodes, toujours sur la question du genre en Corse. Et je suis actuellement en train de réaliser un documentaire sur la question des stéréotypes de genre à travers la sexualité, là pour le coup, et pas en Corse. En tout cas, le territoire n'est pas celui-ci, c'est sur un autre territoire. Je voulais aller dans un territoire où la pratique des travailleuses du sexe et travailleurs du sexe était une pratique fréquente. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas en Corse, hein, mais à la frontière allemande, en fait, il y a des maisons closes, donc du coup, la pratique de la consommation du travail des travailleurs et travailleuses du sexe est plus fréquent. Quand tu te présentes, tu dis qu'être une femme t'a pris du temps. Ah oui, ça a pris du temps. Moi, enfin, ça n'a rien de naturel chez moi. Ça a été un boulot acharné. Il a d'abord fallu que je le sache, que je le décide, puisque petite, on s'adressait à moi plutôt comme à un petit garçon. Et puis après, j'ai l'impression que ça a pris du temps. J'ai beaucoup, beaucoup observé les autres. J'ai beaucoup regardé comment elles faisaient pour essayer de coller à ça. Mais ça ne s'est pas fait si facilement que ça et ça ne s'est pas fait rapidement, parce que ça a pris un peu de temps. En fait, j'ai l'impression que je dirais la même chose sur la question de l'identité culturelle, c'est-à-dire sur le fait d'être corse, c'est-à-dire que euh, d'abord, je me suis sentie exclue d'une identité parce que de la diaspora, parce que pas assez fille, parce que je rebouchais pas mes feutres à l'école, parce que j'en avais rien à foutre quand je faisais un trou à mes collants. Enfin, j'y arrivais pas, ça collait pas quoi. Les filles, elles avaient ça, il y avait un truc qui marchait mieux que moi là-dessus. Et en fait, il a fallu d'abord commencer par essayer de singer celles et ceux qui me semblaient correspondre à ce à quoi je voulais ressembler, pour après m'en dégager et trouver une voie qui était la mienne. Et aujourd'hui, je dis que je suis une femme parce que j'ai l'expérience sociale de la féminité, y compris dans, dans, dans ce que ça a de pire, en fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ressemble à un stéréotype de ce qu'on a demandé aux femmes. Je suis plutôt un peu grande gueule pour y ressembler beaucoup. Enfin, j'aime bien jouer justement avec ces codes-là, mais je peux jouer avec ces codes-là parce que je suis à l'aise là-dedans maintenant. Ça a été plus douloureux à une époque. Maintenant, c'est pas douloureux, donc je peux me déguiser en fille masculine. Enfin, je peux jouer avec ça. Tous ces mots-là sont des mots qui n'ont pas beaucoup de sens, donc je peux jouer avec maintenant. Alors là, moi, je suis Alexandro Pecini, je suis auteur, scénariste et metteur en scène pour le théâtre et le cinéma. Euh, voilà, en ce moment, c'est rigolo, en ce moment, j'ai une pièce qui s'appelle Les Parallèles, qui s'est jouée dernièrement au Festival d'Avignon, au Théâtre de la Scala, où le genre prend toute sa place avec, avec un jeu d'inversion de clichés sur le féminin et le masculin. Voilà, qui évidemment n'est qu'un début d'histoire et ensuite on sort des clichés et on rentre dans l'humanité. Mais effectivement, en tout cas, je pense, un artiste
qui s'intéresse à la question du genre et de la sexualité et puis pas que ça aussi, et du déterminisme social, enfin voilà, de la recherche de son propre bonheur et de comment être authentique tout en étant intégré. Voilà, c'est la clé du bonheur, je pense. Pour toi, est-ce qu'il y a une réponse pour cette question? Qu'est-ce qu'être un homme en Corse? Qu'est-ce qu'un homme corse? Non, j'ai vraiment rien à répondre parce que moi, j'ai essayé d'être le mec qui fait du foot, qui parle corse, qui va à la chasse, qui chope de la nana et qui veut s'acheter une belle voiture pour faire la sbac sur le boulevard. J'ai essayé, je n'ai pas réussi et pourtant, je me considère comme un homme corse. Donc, c'est que c'était pas ça et c'est que, en fait, voilà, peut-être que c'est trouver une réponse à cette question, c'est peut-être là le danger en vrai. Il ne faut pas de réponse à ça. Il faut pas. C'est quoi un homme corse? En vrai, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'être soi-même et d'oser le dire et de rester léger. Et on sait qu'en Corse, tout le monde se connaît. On sait que c'est très dur d'assumer, d'être authentique parce que les codes sont forts et que dès qu'on déroge un peu, ça va plus vite que nous. Euh, donc, du coup, il y a une pression qui est peut-être un peu plus grande, mais voilà, il faut apprendre à s'amuser avec ça. Et il faut apprendre à être authentique dans son intimité tout en respectant celle de l'autre et voilà, et à s'amuser avec ça. Je dirais que c'est ça la clé d'être un homme, corse ou d'ailleurs. Pourquoi ta réponse a évolué avec le temps? C'est très rigolo. Vraiment, je travaille beaucoup sur ça et pourtant, je n'ai pas de réponse. J'ai l'impression que c'est un truc qui est infini, qui ne s'arrêtera jamais. J'ai quand même aussi la sensation d'avoir eu cette espèce de mécanisme de défense qui était un peu le déni à la fois de tout ce que j'étais réellement au fond de moi, où j'ai senti que ça ne correspondait pas au code. Quand je dis les codes, c'est les parents, le village, les copains d'école, voilà. Et donc, je voulais faire de la danse, je voulais faire de la flûte traversière, je voulais des cheveux longs, je voulais mettre des talons aiguilles. euh, je préférais la littérature. Et tout ça, comme j'ai senti que c'était quelque chose voilà, qui n'était pas qui me mettait un peu à l'écart des copains et des copines aussi par ailleurs, hein, en tout cas de ces codes genrés, je dirais. Et que, du coup, ça plaisait pas à mes parents et que on pouvait facilement se moquer de moi. Ben, tout ça a été vraiment, je sais pas comment dire, mis de côté, oublié, et j'ai fait comme si ça n'existait pas. Et sauf que ça m'a pété à la gueule, effectivement, quand j'ai quitté la Corse. Curieusement, quand j'ai eu mon bac, j'avais cette espèce d'intuition un peu informe de me dire qu'il ne fallait pas que je reste avec mes copains. J'ai tous mes potes qui sont allés à Corté, qui sont allés à Aix-en-Provence, qui sont allés à Paris ou à Marseille ou à Nice. Et moi, Toulouse. Voilà. Toulouse, il n'y avait aucun Corse qui y allait. Et d'ailleurs, j'en ai croisé un une fois, ça m'a vachement énervé. Et, et du coup, je me suis réinventé, mais ça a été très rapide finalement. En quelques mois, je me suis retrouvé à aller au musée, à aller au théâtre, faire des choses que je considérais presque ridicules quand j'étais avec les copains ici. Alors que eux pouvaient y aller. Non, mais c'est ça qui est un peu dingue, hein. C'est vraiment une construction que je me suis faite moi. Et pourtant, je fréquentais pas non plus des lourdeaux. Donc c'est vraiment. Mais je pense que tout ça aussi, c'était que comme je me sentais différent à l'intérieur, et je pense que ça, c'est lié aussi à ma sexualité, puisque je suis gay. euh, et comme j'avais peur que tout ça se sache, il fallait vraiment que je sois parfait dans tous les autres champs possibles. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a finalement explosé à la gueule parce que finalement,
mon homosexualité a comme ça engendré, avec la découverte de ma sexualité, ça a engendré tout un tas de changements. Et puis voilà, puis on change les codes, hein, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les homos, ils ont leur code à eux aussi, dont il faut savoir sortir aussi, parce que ça rend tout aussi malheureux quand on ne correspond pas à ça. Donc j'ai aussi passé comme ça dans d'autres codes qui peuvent être aussi un peu sclérosants et dont on a besoin aussi de se détacher. Mais voilà, aujourd'hui j'ai 40 ans. Quand je revois mes potes du lycée, je sais que eux aussi étaient dans des codes qui les ont peut-être fait un peu moins souffrir que moi, mais dont ils se sont rendus compte au fur et à mesure aussi en vieillissant. Ça a pris peut-être un petit peu plus de temps parce que eux, ils étaient beaucoup plus du coup dans le code du couple hétérosexuel, le mariage, les enfants. Et voilà, et pour certains, ça leur a très très bien réussi. Mais voilà, il y a toujours un moment donné où on se pose la question et ça revient, même si c'est même si c'est après quelques années de détresse et qu'on l'identifie pas tout de suite, mais il y a un moment donné où ça revient, quoi. Je crois profondément à ça. À 40 ans, à 50 ans, une petite épreuve et bam, voilà, la perte d'un parent, un divorce, euh, tout ça, ce sont des espèces de rendez-vous immanquables qui font qu'on a une remise en question et on veut aller vers plus de bonheur. Et du coup, la question du genre, je pense, parfois passe aussi par la déconstruction du genre, passe aussi par là. Et pour toi, Julie, tu nous parlais des codes des filles, et pour les garçons, corses, qu'est-ce qu'on attend d'eux? La première question, en fait, enfin, la première réponse que je donnerais à ça, c'est une question. En fait, c'est déjà dans le qu'est-ce qu'on attend, c'est qui attend quoi que ce soit des hommes corses. Le problème, c'est que cette demande, elle est absolument informelle. S'il y avait un code, un vrai code d'honneur, alors ça irait, mais finalement, la dévirilisation des hommes corses, elle date pas. Enfin, le fait qu'on dise aux hommes encore soyeurs hein, qu'ils sont dévirilisés par, euh, par la puissance des femmes, par l'industrialisation, ou que sais-je. C'est tout le temps en fait. Déjà, le mythe de Colomba, il repose sur ça. Donc ça, c'est pas nouveau du tout. Moi, je crois que le patriarcat, s'il faut lui donner un nom, que le patriarcat assigne des rôles aux filles et aux garçons, qui sont des rôles différents. Et là, pour le coup, que ce soit encore soit ailleurs, c'est strictement la même chose. Et que ce que le patriarcat demande aux hommes, c'est de se couper de leurs émotions. Et c'est de prouver leur capacité à la violence, en fait. Euh, ça, le patriarcat le demande aux hommes corses comme il le demande à n'importe quel homme et sont remis, sont remis. Il y a un très beau texte de Bell Hooks sur ça, qui s'appelle La volonté de changer et qui est un bouquin qui a été traduit en français il y a très peu de temps, il y a peut-être un an ou deux, qui est vraiment super. J'ai l'impression qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs, parce que moi, c'est un bouquin qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et elle parle beaucoup de ça, justement, du rappel à l'ordre que fait le patriarcat aux petits garçons qui n'ont pas été élevés justement dans des règles patriarcales. Et arrivés à l'école, en général, ils se font tabasser assez vite et ils apprennent très très vite qu'il faut soit qu'ils s'extraient du groupe parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, soit qu'ils tapent eux aussi, qu'ils deviennent violents eux aussi. Euh, soit ils font des dépressions terribles, voire ils se suicident. Mais le patriarcat rappelle à l'ordre aux garçons que la première chose qu'ils doivent socialiser, par laquelle ils doivent socialiser, c'est quand même un rapport à la violence. Alors, quand on le décrypte comme ça paraît un peu fou de le dire comme ça. Il y a beaucoup de garçons qui disent, mais non, c'est pas vrai, moi je me suis pas battue à l'école. Bon, tant mieux. Quand on se demande qui attend, est-ce que ce ne sont pas les hommes qui attendent des comportements des autres hommes et d'eux-mêmes? Bien sûr, de toute façon, après, enfin, mais les femmes aussi attendent ça des hommes. On est les gardiennes du temple. Enfin, tout le monde attend tout le monde est là pour veiller à ce que les choses se reproduisent à l'infini sur leur, enfin, voilà, sur que les reproductions de domination sociale ne s'arrêtent pas. Surtout ne s'arrêtent pas. Il y a quelque chose comme si on avait quelque chose à y gagner alors que tout le monde est perdant là-dedans. Je ne crois pas que les hommes plus que les femmes aient besoin de ces stéréotypes, mais ils n'en ont pas moins besoin. C'est pour ça que je parle du patriarcat. Le patriarcat, c'est le capitalisme. Le patriarcat, c'est un système dans lequel, en fait, on a besoin de coller à des stéréotypes, mais exactement de la même manière qu'on a besoin d'être des dominants socialement, financièrement,
par le travail, par la possession, c'est la même chose, cette chose-là. Le patriarcat, le capitalisme, c'est la même chose. Pour cet épisode, nous avons trouvé intéressant d'aller poser cette question de manière aléatoire en micro-trottoir pour sonder des personnes extérieures sur cette question, c'est quoi être un homme en Corse? Écoutons le premier extrait. C'est quoi être un homme en Corse? Oula. Chasse, pêche et tradition, non. Pas tout le monde, mais il y a quand même un gros héritage autour du virilisme un peu bébête. Et heureusement, quand même, on sent que ça change, mais ça reste un petit peu vieillot dans l'approche. Très, très genré au niveau des stéréotypes et de l'expression des stéréotypes. Même si, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir sur l'évolution de fond et sur le fait que ça génère aussi du malaise chez pas mal d'hommes de se retrouver dans ces stéréotypes-là et de ne pas être d'accord sur le fond, de devoir être le macho, le mec qui doit en surface assumer tout et qu'au final derrière il aimerait bien peut-être avoir un partage des responsabilités et avoir une égalité dans les genres. Voilà. Alors, c'est pas qu'il a plus d'impératifs, c'est qu'il a les impératifs qui lui sont attribués, qui sont extrêmement caricaturaux. Après, je pense que c'est justement c'est la caricature qui est poussée à l'extrême, que ça perd du sens aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et que on aimerait tous le prendre un peu plus de manière détendue. Et y mettre un peu plus de soi, de qui on est soi, plutôt que ce que ça soit un truc imposé par la société, par des choses qui sont plus d'actualité de toute façon. Je crois qu'elle a tout à fait raison, vraiment. Hein. C'est les codes dont je parlais qui tiennent à la fois les garçons, mais aussi les filles. Mais tout ça, après, voilà, comment dire, ce sont des codes et des comportements, des champs de vie, qu'on ne peut pas changer comme ça. C'est quelque chose mais parce qu'on n'a pas de réponse en réalité. Voilà, les sociologues arrivent par une science comme ça qui est plus probabiliste que causale. Bah, du coup, ils voient bien que, bah oui, de toute manière, c'est reconnu en Méditerranée, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a comme ça une espèce de poids de la tradition qui est à la fois le religieux, qui est à la fois le machisme, le patriarcat. Les deux sont liés, mais pas forcément. Il y a aussi, je me demande s'il n'y a pas aussi une espèce de question peut-être de pauvreté. On sait que la Corse, c'est un pays de pauvres. Et donc, il y a besoin de faire le riche pour essayer de sortir de ça. Donc, on a aussi ces codes de la belle voiture, les belles fringues, le paraître. Du coup, c'est la femme parfaite. On tombe presque dans le Barbie Ken, quoi. Voilà, il y a... Et, et on pense que ça va nous rendre heureux. On pense que ça va nous rendre heureux. Donc, on fonce dedans, parce que c'est très facile aussi d'aller dedans. Et plus c'est dur d'y aller, finalement, plus on a de la chance de ne pas se faire avoir. Mais du coup, moi, je comprends ce sont les critères apparents d'acceptabilité au groupe. Voilà. Et pour être heureux, il faut être accepté par le groupe. C'est le truc le plus simple. C'est toujours celui qui sort du groupe et qui veut amener le groupe ailleurs qui est malheureux. Après, il peut rendre un groupe heureux, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, cette jeune fille, je l'imagine jeune, peut-être pas, mais je pense qu'elle a raison. Et après, il y a aussi, mais tout ça, on n'a aucune preuve parce que des féministes disent que ça n'existe pas, mais d'autres disent que ça existe. Il y a aussi, est-ce que dans notre ADN, dans notre rythme biologique hérité de la préhistoire, cette idée de l'homme viril, fort, n'est pas aussi quelque part à l'intérieur de nous une espèce de truc profondément rassurant qui nous donne envie d'aller vers ça. Enfin voilà, il y a j'avais travaillé avec une féministe qui s'appelait Claire Richard, qui est vraiment, voilà, c'est une nana
qui écrit tout un tas de bouquins sur le féminisme, et qui disait, elle trouvait un peu dingue d'être à ce point féministe et en même temps d'avoir envie de se faire bouffer le cul par un mec hyper viril et macho. Et elle disait, c'est dingue, ça me dépasse. Donc, comment est-ce que c'est possible que ce truc très bestial me vienne de l'intérieur alors qu'au fond, c'est tout ce qu'elle critique. Voilà. Donc tout ça reste, c'est un mystère entier. Après, moi, je crois vraiment voilà, Pierre Bourdieu parlait des habitus. Quand une région, un groupe socio-culturel a tout un tas de codes auxquels il se raccroche, et la possibilité de sortir d'un habitus, ça demande déjà de la chance. Il faut avoir comme ça quelque chose. Et par exemple, que ce soit Pierre Bourdieu, que ce soit Didier Ribon, ou que ce soit encore Édouard Louis, ou ce sont des auteurs, des sociologues, des philosophes qui ont beaucoup travaillé sur le genre, qui ont beaucoup travaillé sur la sexualité. Ils sont tous homosexuels et tous viennent de milieux comme ça un peu prolétaires, c'est peut-être un peu fort, mais ouvriers. Et ils ont tous dû à un moment donné casser les codes de leur famille, de leur milieu, pour aller vers la sociologie, la psychologie, la littérature. Et tout ça, ça leur a demandé de s'éjecter de leur propre milieu. Et l'homosexualité a été une facilité. Finalement, il y a tellement un truc à l'intérieur d'eux qui les a sortis de leur groupe, qu'ils ont été obligés d'aller ailleurs. Et ils ont pu, du coup, eux-mêmes avoir la propre analyse de ça. Et voilà, et ça devient du coup des transfuges de classe qui ont la possibilité de parler de ça. Mais aujourd'hui, en Corse, et je pense que quand cette jeune fille parle de pêche, de tradition, de chasse, elle parle d'un certain milieu ouvrier. Voilà. Si on prend les intellectuels de Bastia ou des grandes villes ou des milieux où il y a de l'argent, ce ne sont pas des gens qui vont à la chasse et à la pêche. Ce sont des gens qui prennent l'avion, qui visitent, qui vont au Portugal, qui vont au théâtre. Et je veux dire, le théâtre de Bastia est rempli à chaque représentation. Donc, il y a aussi des gens qui ne sont pas dans ça. Mais on est quand même aussi une région qui est encore rurale et je pense que voilà, ça traîne aussi à cause de ça. Il semble intéressant de s'attarder un peu sur cette notion des habitus de Pierre Bourdieu. En effet, il s'agit en sociologie d'une manière d'être, d'une allure générale, d'une tenue, d'une disposition d'esprit. Selon Pierre Bourdieu, il existe 2 types d'habitus. Le premier est enseigné à l'école et est proche de celui inculqué par la famille au sein du milieu social, qui est l'habitus de classe, qui se caractérise par des schémas de perception et d'appréciation communs à une classe sociale. Le deuxième est l'intériorisation des structures du monde social qui permet aux individus de produire le comportement correspondant à ce qui est attendu d'eux par le contexte social sans avoir à y réfléchir. Pour reprendre ces 2 habitus, l'un est l'intériorisation de l'extériorité et l'autre est l'extériorisation de l'intériorité. Ce qui est intéressant également, c'est que l'on parle de cette même notion avec d'autres termes en psychologie sociale. J'ai trouvé sur YouTube un extrait d'Isabelle Reynière qui parle des stéréotypes de genre. Je vous laisse écouter. Les stéréotypes sont également des informations qui sont stockées en mémoire et qui nous amènent en fait à associer plus facilement, presque automatiquement, les hommes et les sciences plutôt que les femmes et les sciences. Et c'est ce caractère automatique qui va nous influencer dans certaines situations si nous n'y faisons pas attention et si nous n'y mettons pas du contrôle. Nous pouvons contrôler pour éviter d'être influencés par leurs effets. Plus loin, dans cette conférence passionnante, Isabelle Reynière nous dira que les stéréotypes de genre font partie de la mémoire à long terme, puisqu'ils nous sont enseignés dès notre plus jeune âge et dans tous les cadres de notre vie, ce qui les rend difficiles à être inhibés. Non impossible, mais très long à être identifiés, déconstruits, puis contrôlés. Passons à un nouvel extrait.
Alors, pour commencer, du coup, à répondre aux questions sur qu'est-ce qu'être un homme en Corse, est-ce que c'est différent d'être un homme en Corse que sur le continent? Je pense déjà que être un homme, c'est déjà respecter des valeurs qu'on a apprises, notamment quand on était petit, éduqué par nos parents, comme par exemple la valeur du respect, voilà, entre chacun et plein d'autres valeurs, mais voilà, les respecter et s'y tenir. Ensuite, en second point, je dirais d'assumer et d'assurer les responsabilités qui nous tombent dessus dans la vie, bien sûr, au fur et à mesure. Quand on commence à travailler, on commence à avoir des responsabilités soit liées au travail, soit liées à une vie de famille. Voilà. Pour ces deux premiers éléments de réponse, bien sûr, ça s'applique également chez les femmes. Donc là, j'ai plutôt répondu en fait à qu'est-ce qu'être un adulte finalement. Mais pour différencier du coup peut-être un petit peu l'homme de la femme, en troisième et dernier point, je pense que même si la femme peut porter également ce rôle-là, bien sûr, mais je pense que c'est un rôle qui est prédominant chez l'homme, c'est d'avoir un rôle, je dirais, protecteur auprès des autres, auprès de son entourage, auprès de sa famille. Voilà, vraiment avoir ce rôle de protection s'il arrive quelque chose au sein de son entourage, que c'est lui qui prend les devants à ce niveau-là. Voilà, en tout cas, c'est l'image, moi, de ce que je me fais d'être un homme. Et donc, il n'y a pas de différence entre être un homme ici ou ailleurs. Quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'être un homme en Corse, euh, la réponse, elle est quand même, j'ai l'impression qu'elle vient assez rapidement. Je ne sais pas si elle vient naturellement, mais en tout cas, elle vient très rapidement des rôles à tenir, en fait. Comme si ça, c'était quand même une évidence pour tout le monde, sans qu'il y ait à y réfléchir. Un homme, ça a un rôle à tenir, une femme, ça a un rôle à tenir. Et ça, il n'y a même pas besoin d'y réfléchir pour que ça nous vienne. Et sans réfléchir, il nous vient des réponses à ça qui sont, alors oui, sans doute des stéréotypes, mais n'empêche que tout le monde dit à peu près la même chose. Donc, c'est pas seulement des stéréotypes parce que c'est des clichés, c'est des stéréotypes parce que c'est une réalité tellement évidente qu'on est obligé de l'annoncer. Ça m'a quand même, ça me frappe quand même quand on le met comme ça en série, parce que, parce que finalement, personne ne dit j'en sais rien. Et finalement, la réponse qu'on donne, c'est à quoi on est soumis. Et ça, on est soumis, à quoi on est soumis, on le sait parfaitement bien, de façon instantanée. Il y a aucun doute sur ce qu'on attend de nous, en fait. Aucun doute. Et ce qu'on attend des hommes, c'est la chose qui revient, j'ai l'impression, un peu le plus souvent, c'est l'idée d'être protecteur. Alors, protecteur des femmes, protecteur des familles, protecteur de la nature. Mais c'est comme si la blague qu'on se racontait, c'est qu'on demandait aux hommes d'être forts au lieu d'être brutal ou violent pour pouvoir protéger les autres. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'à force d'imposer aux hommes d'être violents, d'être brutal, de se couper de leurs émotions et d'apprendre à se battre et de supporter les coups, en fait, la seule chose dont ils étaient capables, c'est de bousiller la nature, de tabasser les femmes, de quitter les familles. Alors évidemment, j'exagère quand je dis ça, parce que tous les hommes quittent pas leur famille et tabassent pas les femmes, mais c'est quand même toujours les hommes qui font ça, c'est pas les femmes qui font ça, de façon tellement massive que c'est résiduel les femmes qui le font. Donc finalement, c'est une grosse blague, cette idée que les hommes doivent protéger les familles, protéger les femmes, protéger la nature. Euh, les hommes aux commandes, là, ils ont tué la planète, en fait. Et c'est plutôt les hommes qui ont fait ça, c'est pas les femmes, hein. Donc voilà, et puis prendre en charge les familles, prendre en charge. J'ai lu il y a un jour ou deux de ça des statistiques qui disaient que je crois quelque chose comme 40% des pensions alimentaires ne sont pas versées par les pères de famille. Donc, protéger la famille, protéger les femmes, au-delà même des coûts, hein, ben c'est une bonne blague en vrai, hein. Les personnes qui protègent les familles, qui protègent la planète, qui protègent ben, c'est les femmes, c'est pas les hommes. Donc, je ne crois pas qu'il soit demandé ça aux hommes, en fait. Je crois qu'il est demandé aux hommes complètement autre chose que ce qui est annoncé dans les 5 extraits là. Et ça me fait beaucoup rire aussi d'entendre à quel point on associe tout de suite l'injonction à la masculinité avec le fait d'aller à la chasse,
le fait de jouer au foot. En fait, tout ça, ça s'appelle des divertissements quand même. Oh, c'est quand même dur. Puis aller au comptoir, d'aller picoler entre eux, de chanter des chansons joyeuses entre eux, de se tripoter tout le temps, en se battant, de jouer au foot. Oh là là, quand même, c'est des injonctions terribles. Les extraits ne sont pas réellement des impératifs de genre, mais plutôt ce que l'on croit qu'ils sont, ce que l'on voudrait qu'ils soient. C'est une des conséquences aux injonctions à la masculinité. C'est une des conséquences d'aller jouer au foot et aller à la chasse et protéger sa famille. En réalité, on ne demande pas aux hommes de protéger leur famille. On demande aux masculins, aux petits garçons dans la cour de récré, d'être capables de se battre. Et celui qui n'est pas capable de se battre, il ne fait pas partie du groupe des dominants. Enfin, c'est simple comme, c'est vraiment bête comme chou. Alors, tu peux un peu t'en sortir si tu as beaucoup d'humour. euh, ou beaucoup d'argent. Bon, mais sinon, enfin, beaucoup d'argent et t'es pas capable de te battre et t'as pas d'humour, en général, tu te fais tabasser, hein. C'est ça qui est demandé aux garçons, c'est de savoir se battre, c'est d'être violent, c'est tout. Et après, ils ont des espaces pour pouvoir exercer cette violence-là de manière socialement supportable. Le foot, la chasse, le comptoir. Mais il n'est pas demandé aux hommes d'aller au comptoir, il est demandé aux hommes d'être capables d'être violents et brutaux. C'est quoi être un homme en Corse? Pour moi, c'est vraiment le fait de ne pas montrer ses émotions qui peuvent être intimes et qui peuvent être perçues comme de la faiblesse, à tort bien sûr, mais pour moi, un homme en Corse, il ne doit pas montrer qu'il est triste, il ne doit pas montrer qu'il est seul, il ne doit pas montrer qu'il est malheureux. Euh, à l'inverse, par contre, il doit vraiment être sûr de lui tout le temps. Il doit toujours être maître de ses émotions, montrer que dans sa vie ça va bien, qu'il a plein d'amis, qu'il a plein d'argent. Ça, pour moi, c'est le syndrome Instagram, quoi. C'est-à-dire que l'obsession du bonheur, ça devient primordial. Il faut à tout prix être heureux. Et donc, on est heureux, ça veut dire qu'on ne se plaint pas, parce que si on se plaint, on attire des malheurs. C'est la loi de l'attraction, c'est le développement personnel, c'est toutes ces choses qui, attention, hein, ça peut, à un moment donné, on peut prendre conscience de tout un tas de trucs et on peut, je crois, grâce à des exercices ou grâce à une psychanalyse ou une psychothérapie, comprendre des choses sur soi, changer ses habitudes. Changer ses habitudes, c'est changer son comportement. Changer son comportement, c'est changer ses émotions. Voilà, tout ça, moi, j'y crois quand même beaucoup. Il faut le faire quand on a quelque chose qui nous dérange, mais effectivement, je crois que euh, il y a un moment donné où, comme ça, croire que l'on est, il dit, il faut montrer qu'on est maître de ses émotions, maître de soi-même. Ça n'existe pas, cette maîtrise-là, c'est un leurre. C'est quelque chose, il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Euh, c'est très vieux, là, ce que je vais citer, c'est Épictète. Je crois que c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ, qui était un esclave, qui a été un des premiers philosophes euh, et qui dit le malheur des hommes, c'est de ne pas savoir différencier ce qu'il est capable de changer et ce qu'il est incapable de changer, et de passer sa vie à essayer de changer ce qu'il est incapable de changer et de ne pas changer ce qu'il pourrait changer. Voilà. Et ça, c'est vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer et il y a des choses qu'on peut changer. Et parfois, la colère, la tristesse, l'émotion comme ça un peu négative, il faut la laisser sortir. Et c'est vrai que malheureusement, en Corse, il y a une espèce de tenue à avoir. Ça fait très comptoir, ça. Il faut être au comptoir, il faut tenir le comptoir, quoi. Et il a raison. Et c'est vrai que il faut tout le temps aller bien. Aujourd'hui, il faut tout le temps aller bien. Et les gens qui vont pas bien, on les met un peu de côté parce qu'ils sont saoulants, parce qu'ils abîment notre bonheur, parce qu'il y a cette théorie aussi où on dit qu'on ressemble aux 5 personnes qu'on fréquente le plus. On gagne à peu près autant qu'eux, on a à peu près le même niveau de bonheur qu'eux. Et en fait, du coup, c'est presque, du coup, quand il y a une personne qui nous fait baisser en moyenne, il faut la virer pour aller trouver quelqu'un qui nous fait monter. Et ça, c'est un peu dingue. Et il y a des gens qui se font payer en coaching pour t'expliquer ça, quoi. Très cher par ailleurs. Donc, oui, oui. Mais ça, encore une fois, je trouve que c'est pas être un homme, c'est être aussi une femme. Voilà.
C'est être aussi une femme. J'ai l'impression que c'est pire une femme, parce qu'il en plus, il faut être maman parfaite. En plus, il faut avoir la carrière, il faut travailler, il faut cuisiner bio, faut être tout le temps sexy, jolie. J'ai l'impression que quand on est un mec, si on pue un peu des bras en rentrant le soir, c'est pas très grave. Mais une nana, il faut pas, quoi. Il y a un truc un peu comme ça dans la famille qui est un peu dingue. Mais ouais, j'ai pas grand-chose à dire à ce qu'il dit. Mais en tout cas, après, l'argent, le paraître par rapport à ce qu'on disait sur l'argent, euh, ça, je crois que ça nous ronge bien plus que ce qu'on veut admettre. Parce qu'on a honte de la pauvreté. La pauvreté, c'est une condition qu'on nous impose et qui est peut-être une des hontes les plus difficiles à gérer parce qu'elle est difficilement identifiable. On se l'avoue aussi difficilement. Et c'est compliqué en Corse particulièrement, je crois, de dire j'ai pas d'argent, quoi. J'ai pas d'argent. Euh, et il y a tout ce cliché d'ailleurs sur le pinsoud qui ne paye pas sa part de l'addition, mais là je te parle d'un apéro ou d'un resto, qui va aux toilettes au moment où l'addition arrive. Et c'est vrai qu'en Corse, tu en as toujours trois qui jettent leur billet de 100 euros alors qu'on doit que 27 euros, quoi. Et tu vois, c'est rare, hein. C'est des gens qui se battent pour payer. Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Et c'est vrai qu'en Corse, ça y est. Et pourtant, vraiment, j'ai des exemples de gens qui sont capables de jeter leur billet de 100 euros pour payer la bouteille, mais qui derrière galèrent avec leur crédit, leur voiture. Euh, et ça, vraiment, je pense que c'est parce que la pauvreté et le paraître, c'est quelque chose de fort. Mais je pense que là, je peux englober toute la Méditerranée. Toute la Méditerranée. J'ai vu ça à Marseille, j'ai vu ça à Nice, j'ai vu ça en Algérie, j'ai vu ça en Italie, j'ai vu ça en Espagne. Euh, et c'est quelque chose, par exemple, que je ne voyais pas du tout à Toulouse, que je ne voyais pas du tout dans le sud-ouest, euh, où le niveau où on est plus en phase avec son niveau de vie et on a d'autres priorités, je dirais. Ça contribue aussi aux différences de genre, hein. Les filles ne veulent pas sortir avec un mec qui paye pas tout, quoi. Alors là, moi, j'ai 40 ans, mais je me demande si les jeunes filles de 18 ans, entre copines, oui. Mais est-ce que quand il y a des mecs, est-ce qu'elles se font toujours inviter? Ou est-ce qu'elles envoient chier le mec en disant non, je mets ma part de la bouteille? Et après, oui, c'est pénible, il faut payer. Bon, je pense que c'est un peu en train de passer là, avec la crise qu'on vit là, et financière. J'ai l'impression qu'il y a plein de mecs qui payent moins là quand même. C'est le premier truc qui va sauter, ce truc-là. Moi, je dirais qu'il doit avoir un rapport à la terre, à la préservation de sa terre au sens large, qui soit assez fort, dû à la spécificité du Nil, hein, tout simplement, qui soit soucieux et attentif à la fragilité de cette île. Alors, sinon, sur les stéréotypes, on a l'impression que de l'extérieur, parfois, on peut voir l'homme en Corse comme quelqu'un de fermé, mais je pense que c'est un stéréotype. C'est dû aussi peut-être au résultat de certaines élections. On voit une extrême droite très présente chez nous, y compris dans le domaine rural. Donc ce qui interpelle et qui questionne. Mais je pense pas que dans la réalité, ça soit non plus le cas. Je pense qu'au contraire, on tend vers l'ouverture. Enfin, en tout cas, dans l'idéal, il faudrait être très ouvert. Les personnes qui remettaient un tout petit peu en question justement ces injonctions, c'était plutôt des garçons. Et que, enfin, les filles, elles parlaient tout de suite je crois que les deux, elles ont dit, il y a deux filles qui parlent, trois garçons qui parlent, les deux, elles ont dit, c'est d'avoir des couilles quand même. C'est quoi un homme corse? Oh putain. Dans le plus gros cliché ou pour de vrai? Non, pour de vrai. Je dirais que la première image qui vient à l'esprit quand on dit c'est quoi un homme corse, c'est forcément le cliché de l'homme corse qui est viril, on va dire, même si la définition de virilité est bien plus complexe que ça, mais l'homme macho, l'homme costaud, l'homme
qui n'a peur de rien et qui est bien loin de toute forme de chichi possible ou quoi que ce soit. En fait, qui va qui va cocher toutes les cases. Je sais pas, par exemple, dans la période où il va grandir, est-ce qu'il va à la chasse, est-ce qu'il pêche, est-ce qu'il reste avec son père, avec son grand-père, est-ce qu'il s'est coupé la charcuterie. Je vais loin, tu vois, je pousse les extrêmes, mais est-ce qu'il sait changer une roue plus tard. On va lui dire, oh, tu sais pas changer une roue, tu sais quoi, t'es pas un homme, toi. Des choses comme ça, quoi. Quelque chose de très brut chez l'homme corse, de sombre aussi. Je l'imagine pas comme très, très jovial finalement, de pudique. Ouais, il tire la gueule, il va pas beaucoup parler, beaucoup communiquer, surtout avec les femmes. Il y a une grande distance qui s'établit entre l'homme et la femme corse, du coup. Une pudeur très importante. Beaucoup d'éléments dans cet extrait, le regard de l'autre, la famille, le rapport aux femmes. Le rapport à la tendresse aussi, à la fragilité, enfin voilà, tout ça est mis à part. Oui, après, on revient un peu sur ce qui se dit tout le temps, quoi. C'est-à-dire que l'homme corse, c'est dans les clichés, c'est le mec barbu, poilu, petit, trapu. Mais ça, les Génois disaient ça de nous au XVe siècle, hein. Qui crie beaucoup, qui n'est pas forcément... qui a besoin qu'on l'écoute quand il s'énerve, qui n'a pas besoin de lui dire oui, mais il faut l'écouter. Et tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment écrits sur par les gouverneurs génois qui nous gouvernaient en 1500 et quelques. Donc, ça n'a pas changé. Mais oui, et en même temps, moi, je réfléchis, j'en connais pas vraiment des mecs comme ça, tu vois. Maintenant, pour répondre à la question sur les stéréotypes des hommes en Corse, est-ce qu'ils sont vrais? Avant de répondre à la question, moi, je suis né sur le continent, j'ai grandi sur le continent et ensuite j'ai déménagé il y a 8 ans en Corse et depuis j'y vis. Donc j'ai peut-être un peu de recul sur cette question-là, sur ce sujet-là. Par exemple, sur le stéréotype de l'homme corse, il part à la pêche, à la chasse, etc. Bien sûr que ce sont des traditions et des coutumes et des activités qui sont très présentes sur l'île. C'est normal, hein, parce qu'elle profite de la mer, des rivières, des montagnes, des forêts, enfin de toute la richesse de son environnement. Mais ça ne veut pas dire non plus que tous les Corses pratiquent ces traditions et ces activités-là. Sur le continent, pour recomparer à nouveau au continent, il y a d'innombrables régions avec d'innombrables traditions et peu importe où l'on vit, on va grandir avec ces traditions-là. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas plus de pêche-chasse tradition chez l'homme corse que sur un habitant d'ailleurs, notamment en France, puisque aujourd'hui je peux le comparer qu'avec la France. Ensuite, sur le stéréotype de l'homme corse est raciste, il y a du racisme en Corse, tout le monde le sait. Maintenant, il n'y en a pas plus que sur le continent. Seulement en Corse, il va être dit beaucoup plus librement, beaucoup plus facilement dans le débat public, comparativement à sur le continent où là, ça va être dit d'une manière beaucoup plus discrète dans le privé. Voilà. Je pense que c'est intéressant de déconstruire la question, quoi. Parce que c'est quoi un homme? C'est quoi un Corse? Tu te rends compte, déjà, la Corse, les problèmes identitaires qu'il y a, c'est complètement dingue. On sait aujourd'hui que la construction de l'homme, la virilité, tout ça, ce sont que des leurres, ce sont que des codes, tu vois, qui nous permettent de grandir et de nous référencer à quelque chose. Mais en vrai, tout le monde adhère à ces codes à sa manière et ça permet aussi de vivre harmonieusement, je pense. Enfin, tu vois, que ce soit en les suivant à sa manière ou en s'en détachant. Enfin, voilà, bon, voilà, c'est vrai que c'est une question qui mérite 12 pages. Peut-on parler de religion moderne? Nous croyons en des comportements innés, biologiques, qui nous mèneraient sur la bonne voie si nous les adoptons. Je pose ça là. C'est quoi être un homme en Corse?
Je suis désolée. C'est quoi être un homme en Corse? Bien, savoir une paire de couilles? Bon, on peut rajouter les hommes transgenres qui n'ont pas de paire de couilles et qui sont des hommes aussi, mais ouais, elle a pas complètement tort. Être un homme en Corse, c'est avoir une paire de couilles, ouais. Alors, le stéréotype voudrait qu'un homme est censé avoir une paire de couilles, effectivement. Mais globalement, ce qui est attendu d'un homme, c'est de la prévenance, de l'éducation, de la tendresse, des attentions, tout ce que l'on croit être attribué en fait aux femmes, mais qui pour le coup ne devrait pas avoir de genre. Et est-ce que tu penses qu'ils ont d'autres impératifs qui les empêchent d'être comme tu viens de le décrire? Des impératifs, absolument pas. Je pense qu'ils ont de bonnes excuses, en tout cas bonnes pour eux. Ça veut dire avoir du courage dans la société. Donc c'est toujours cette même idée qu'il faut ne pas avoir peur, pas avoir peur des coups, d'en donner, d'en recevoir. Peur de quoi? De la violence. Et sans doute que dans la société corse, après on pourrait rentrer parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même de le rapporter à ce territoire-là et à cette culture-là. Moi, ce qui m'intéresse quand même dans la masculinité corse, parce que je trouve qu'elle existe quand même, il y a une masculinité spécifique en Corse. D'abord, je trouve qu'elle est assez joyeuse. Je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup d'espace pour s'amuser et que ça se marre bien. Je regardais des vidéos faites à la Santa tout à l'heure sur TikTok et on voyait ces jeunes gars bien bâtis, en bonne santé physique et mentale sans doute, entourés de gens qui les aiment, sans doute une famille aimante. Enfin, ça respirait ça en tout cas. À des comptoirs à 10, 15, chantant à plein poumon, qui est belle à vide. C'était magnifique à voir. C'est vraiment très très beau. En fait, ils ont des espaces de socialisation qui sont des espaces géniaux, les mecs en Corse. Mais vraiment, tout le monde a envie d'être un homme corse, c'est tellement bien. Et je trouve quand même qu'il y a une parentalité masculine en Corse qui parfois est assez douce en fait. J'ai l'impression qu'on a un modèle de papa ici. Il y a un modèle de papa taiseux, etc. Mais il y a aussi un modèle de papa très affectueux qui promène vers la place Saint-Nicolas le dimanche les enfants, bon juste le dimanche évidemment, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression quand même qu'il y a une possibilité de tendresse pour les pères ici. Pour sortir des stéréotypes, doit-on en parler forcément? En fait, c'est toujours pareil. Ce sont des questions qui n'auront, en mon sens, jamais de réponse. Jamais, parce que dans ces questionnements-là, tout est relatif. En fonction de sa propre subjectivité et des expériences qu'on a vécues dans la vie, on va avoir une définition de ce qu'est un homme en Corse qui va tout le temps évoluer, qui ne sera jamais la même. Et il faut accepter cette inconstance-là et il faut accepter que voilà, que peut-être un homme en Corse n'a pas de paire de couilles parce que moi, je connais quelqu'un qui a eu un cancer des couilles et en fait, il n'y en a plus qu'une. Ben, ça reste un homme. Enfin, non, mais c'est un peu con, tu vois, mais on est bien content qu'il en ait gardé une. Par ailleurs, il a failli les perdre toutes les deux. Et on est bien content qu'il soit vivant aussi. Donc, voilà. Donc, voilà, tout est. Tu vois, il faut accepter, je crois, cette inconstance, ce changement. Il faut accepter de parler de ça, de ne jamais avoir de réponse et de toujours critiquer la question et de toujours s'ouvrir. Et je pense aussi avec humour et avec légèreté. Je crois aussi que vouloir trop sérieusement répondre à cette question-là, c'est un peu se condamner au malheur et c'est un peu se condamner à être chiant auprès de tout le monde. Et donc, tu sais, c'est ce moment où le militantisme vire au harcèlement et qu'il fait l'effet inverse. Et que donc, je crois qu'à un moment donné, il faut apprendre à se détacher de ces questions-là va aussi nous permettre de poser d'autres questions qui seront peut-être plus intéressantes et qui, du coup, amèneront peut-être des réponses à cette question première qui seront aussi beaucoup plus intéressantes. Et puis, finalement, est-ce qu'on a besoin de savoir c'est quoi un homme en Corse? Est-ce qu'il vaut mieux pas se dire, bah, les hommes en Corse, on ne sait pas ce que c'est, mais comment les rendre heureux? Ça, c'est plus joli, tu vois? Et du coup, les femmes aussi.
C'est ça qui est important. Heureux et être heureux et être utile. Le reste, en vrai, on s'en fout un peu. Voilà, je crois qu'il faut sortir un petit peu de ces obsessions identitaires. Et quand je parle d'obsessions identitaires, je ne parle pas que enfin, je parle à la fois de son identité de soi-même en tant que genre, en tant que sexualité, en tant que sujet professionnel, en tant que sujet affectif, et même en tant euh, que comment dire, citoyen d'un pays ou pratiquant d'une religion ou non pratiquant par ailleurs. Je crois qu'à un moment donné, ces obsessions identitaires nous ferment à l'autre et que c'est tout le temps l'autre qui nous donnera la réponse de toute manière puisque tout sera en comparaison par rapport à l'autre. Voilà. Est-ce que lorsque l'on parle de genre, on est obligé de parler de sexualité et inversement? Alors, théoriquement, je pourrais dire que non, mais il n'empêche que ça va souvent ensemble quand même, dans la mesure où le genre, c'est souvent aussi une façon d'annoncer sa sexualité. Justement, je binarise pas la question du genre là en disant les garçons, les filles, mais aussi en allant jusqu'à quel genre de personnage féminin je propose au monde. La manière dont on s'habille, la manière dont on se tient, la manière dont on se parle, c'est aussi souvent une façon d'annoncer sa sexualité. Après, pour le reste, non, évidemment, genre et sexualité ne sont pas du tout synonymes, en tout cas, pas du tout synonymes, mais euh, de la même manière que souvent c'est une façon d'annoncer sa sexualité, il s'avère aussi que euh, la sexualité est un des endroits où se niche le petit théâtre du genre de manière très profonde. C'est-à-dire que on a une sexualité qui correspond aussi à des normes de genre, à des stéréotypes. Euh, voilà, je vais utiliser une expression aussi laide que qui fait l'homme, qui fait la femme dans les sexualités humaines. C'est quand même une aberration qu'on puisse utiliser cette formule-là, qui fait l'homme, qui fait la femme. Même dans l'hétérosexualité, on se pose la question de comment un homme doit pénétrer le corps d'une femme, comment une femme peut ou ne doit pas pénétrer le corps d'un homme, blablabla. Tout ça, c'est des questions de genre. Tout ça, c'est des lois patriarcales du genre. Je ne dirais pas ni que c'est poussé à l'extrême, ni que c'est de la caricature. Je dirais que le genre est façonné, y compris dans la sexualité. Et qu'on ne peut pas, notre sexualité n'est pas du tout libre en réalité, mais pas du tout. À partir du moment où tu es une fille, socialement, une fille, euh, et que tu décides euh, de coller aux injonctions de genre qui sont faites aux filles. C'est-à-dire que quand tu es lesbienne, souvent tu décides de décoller des injonctions, mais les hétéros souvent acceptent de coller à ça. Eh bien, ta sexualité doit ressembler à une chose, et tu le sais, tout le monde le sait. Il n'y a pas question, par exemple, que tu pénètres les hommes. Pas du tout question de ça. Mais quand on parle des violences sexistes et en tout cas de genre, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les féminicides. Les hommes aussi meurent du patriarcat sous leur propre coup, un peu bêtement. Mais en fait, ils vont à la guerre, ils ne se soignent pas, surtout du cancer de la prostate, ils se suicident massivement, ils sont soumis au stress, à un stress qui n'est pas tout à fait le même que celui socialement des femmes, et ils meurent en moyenne 1 an et demi avant les femmes dans la société. Bref, et c'est pour ça que je dis, on pourrait faire un concours, hein. Alors évidemment, les bonnes femmes, on gagne par rapport aux gars, mais par rapport aux personnes non binaires, ça va, on nous a foutu la paix, donc, enfin voilà, tout ça est très pyramidal. N'empêche que personne n'est vraiment gagnant de cette histoire-là. Et, et les stéréotypes, ce qui est demandé aux garçons, on va en parler là sur les extraits que tu m'as envoyés, ce qui est demandé aux garçons, c'est terriblement difficile. Et comme c'est terriblement difficile et qu'en plus on leur a appris à se socialiser par la violence et par le fait de se couper de leurs émotions,
Bah après, ils nous tabassent, oui. Enfin, ils font pas ça tous les jours. Enfin, ils le font un peu régulièrement. Ils violent, ils tabassent, ils se battent, ils frappent. Alors, quand on dit ça, il y a des garçons qui hurlent dans la pièce à chaque fois en disant, mais non, moi, je défends les femmes quand il y en a une qui est agressée. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, n'empêche qu'il y en a quand même toujours une qui meurt tous les 2 jours et qu'il n'y a personne qui la défend, hein. Donc ça reste quand même une réalité, cette chose-là, une réalité qui bouge pas d'un iota. Alors qu'en Espagne, par exemple, là où il y a des campagnes qui sont faites un peu de façon active, avec du pognon qui est dépensé sur ces questions-là, bah, les chiffres reculent. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de faire des choses quand même. Bah, de toute façon, ce qu'on associe à ce qu'on appelle un homme, c'est la possibilité de pénétrer le corps d'une femme. C'est ça qui valide le fait que tu es un homme dans l'esprit de la plupart des gens. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens ont tellement de mal à imaginer qu'un homme trans puisse être un homme, qu'une femme trans puisse être une femme, parce qu'effectivement, leur dimension obsédée et obsessive là pour pénétrer les corps et être pénétré, c'est la marque même de la masculinité ou de la féminité. C'est pour ça, d'où le principe du film que je suis en train de faire, hein. Euh, la question de la pénétration, quand même, ça fait beaucoup l'homme, hein. Nous arrivons au terme de notre épisode où j'ai demandé à mes chers collègues une recommandation de leur choix pour déconstruire les stéréotypes de genre ou les stéréotypes en sexualité. D'abord, j'ai parlé de Bell Hooks tout à l'heure et de la volonté de changer, ou de changement, je ne sais plus quel est le titre exact du livre, mais ça, je pense que c'est une Bible à mettre sur sa table de nuit et à relire tous les 4 matins quand on a un doute. Euh, Toujours chez Bell Hooks, il y a à propos de l'amour, qui quand même justement parle beaucoup des injonctions qui sont faites aux hommes et aux femmes sur les questions sur les questions de genre, depuis la notion de l'amour. Et surtout, c'est sur ma table de nuit depuis un petit moment et j'y retourne plusieurs fois, puisque tu es sur les masculinités. On ne naît pas mec, petit traité féministe sur les masculinités de Daisy Le Tourneur. C'est génial. Vraiment super intéressant. Je crois qu'il y a beaucoup de pistes qui ont été lancées, à la fois par les féministes et à la fois par pas mal d'auteurs sociologues. Voilà, j'ai cité Didier Ribon, par exemple, Didier Ribon qui a écrit Retour à Reims, par exemple. Retour à Reims, ça ressemble étrangement à la Corse, son Reims. Finalement, on n'est peut-être pas si différent que ça. Après, nous, on a nos problématiques politiques et qui amènent autre chose encore, hein. Mais oui, il y a 2 nanas, moi, qui m'ont vraiment, quand j'ai commencé vraiment à écrire des pièces de théâtre sur le couple et sur le couple homme-femme, j'ai vraiment écouté tous les podcasts de Victoire Tuaillon qui s'appellent Les couilles sur la table et Le cœur sur la table. Et donc, elle a vraiment interrogé plein d'hommes, interviewé plein d'hommes sur tout un tas de choses, tout un tas de sujets sur l'amour, le sexe, la famille, le travail. Et je crois qu'il y a beaucoup d'épisodes, donc c'est intéressant à écouter ça. Et comment s'appelle cette autrice qui a écrit Réinventer l'amour et les sorcières? Mona Chollet. Voilà. Moi, Mona Chollet aussi, elle m'a fait de temps en temps connecter des choses assez intéressantes. Réinventer l'amour est très, très intéressant. Et en même temps, pour contrecarrer Mona Chollet, il y a Eva Illouz qui aussi raconte des trucs très, très intéressants sur l'amour, le couple, le genre, notamment dans un essai qui s'appelle La fin de l'amour, peut-être. Voilà ce que je conseillerais de lire. Pour ma part, je vous conseille une fois de plus Désiré comme un homme de Florian Voros, ainsi que Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. Merci à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode de Podcast Sexiste et de repartir avec moi pour une saison 4. Alors, que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. C'était Audrey Royer et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode tout aussi intéressant. Et en attendant, suivez-nous sur Facebook et Instagram à Podcast Sexiste. À bientôt.